Et si la chute de Pokrovsk n'était pas qu'un épisode de plus, mais le vrai point de bascule d'une guerre industrielle du XXIe siècle? Sous nos yeux, la bataille pour Pokrovsk devient l'épicentre d'un séisme géopolitique dont les répliques pourraient bouleverser le continent européen pour les décennies à venir. Ici, chaque mètre gagné ou perdu pourrait décider du sort non seulement de la campagne d'automne, mais aussi du contrôle du sud du Donbass, voire de l'Ukraine orientale tout entière. Pour prendre la mesure de ce qui se joue à Pokrovsk, il faut remonter dans l'histoire. Rappelons-nous par exemple de la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, une ville industrielle, banale sur la carte, est devenue le point de bascule d'un conflit mondial, car elle contrôlait les routes logistiques, les voies aux ferrés et la capacité de ravitaillement des armées. Aujourd'hui, Pokrovsk incarne ce même enjeu stratégique. Une cité d'apparence ordinaire, mais dont la position et les infrastructures font d'elle le verrou du sud du Donbass. Comme à Stalingrad, où chaque rue, chaque bâtiment, chaque sous-sol s'est mué en champ de bataille, chaque bloc de Pokrovsk devient un enjeu vital. Au fil des jours, les pertes humaines et matérielles atteignent des sommets rarement vus depuis le début du conflit. Les deux camps paient un tribut dévastateur, mais c'est surtout l'équilibre stratégique qui vacille. De nombreuses familles ukrainiennes racontent l'angoisse quotidienne d'attendre des nouvelles de leurs proches, alors que les hôpitaux de campagne sont débordés et que les convois de blessés s'allongent sur des kilomètres. Les chiffres sont glaçants. Chaque semaine, des centaines de soldats sont portés disparus ou blessés. Le traumatisme psychologique s'ajoute au bilan humain avec des générations marquées à jamais par la violence de cette guerre. L'encerclement, lent mais implacable, menace désormais d'effondrer toute la ligne de défense ukrainienne dans ce secteur vital. Pour illustrer cette dynamique, pensons à la stratégie de siège employée lors de la guerre de sécession américaine, notamment lors du siège de Vicksburg, où l'armée nordiste, par une pression constante et une coupure des voies de ravitaillement, avait fini par obtenir la reddition d'une garnison pourtant déterminée. À Pokrovsk, les forces russes avancent méthodiquement, coupant les dernières artères logistiques essentielles. Chaque repli, chaque erreur rapproche Pokrovsk du point de non-retour. Dans cette atmosphère de pression extrême, les chefs militaires doivent trancher à chaque instant entre résistance désespérée et repli stratégique. La tension est palpable. Chaque heure qui passe rapproche la ville d'un effondrement aux conséquences régionales. Ici, plus que jamais, la capacité industrielle et logistique devient aussi décisive que le courage des soldats. Imaginons la situation d'un commandant de brigade ukrainien recevant l'ordre de tenir une position tout en sachant que les munitions s'épuisent, que les vivres manquent et que l'ennemi approche inexorablement. La pression psychologique est immense, rappelant les dilemmes vécus par les défenseurs de Bastogne pendant l'hiver 1944. Ignorer ce qui se joue à Pokrovsk, c'est passer à côté de la naissance d'une nouvelle forme de guerre d'usure, où la résilience nationale et la maîtrise des ressources dictent l'issue du conflit. Ne pas comprendre Pokrovsk, c'est manquer le sens profond d'un affrontement dont le dénouement pourrait bouleverser l'équilibre régional et la réputation internationale des deux camps. Pensons aux conséquences de la chute de Dien Bien Phu en 1954, qui mit fin à la colonisation française en Indochine. Une bataille locale, mais dont l'impact fut mondial. Pour saisir toute l'ampleur de ce moment historique, il faut plonger dans les coulisses de cette bataille, où chaque minute compte et où chaque choix façonne l'avenir du Donbass. Interrogeons-nous. Pourquoi Pokrovsk et pourquoi maintenant ? Pour comprendre comment Pokrovsk est devenu un symbole de cet affrontement total, il faut revenir aux racines de la bataille. Quels facteurs ont transformé une ville ordinaire en enjeu stratégique majeur ? Pourquoi tous les regards se tournent-ils soudain vers Pokrovsk, ce carrefour oublié au cœur du Donbass ? Jadis simple point de passage industriel, la ville s'est muée en pivot stratégique du front sud, foyer d'une bataille qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans la région. Comme Verdun en 1916, Pokrovsk a vu sa signification changer du tout au tout, passant de simple localité à symbole national. Depuis plusieurs semaines, l'offensive russe avance à petits pas, mais avec une régularité implacable. Chaque gain, même minime, s'insère dans une manœuvre d'ensemble visant à encercler et à désarticuler la défense ukrainienne. Ce n'est plus une addition d'attaques éparses, mais une pression coordonnée qui se resserre, village après village, axe après axe. Cette approche méthodique rappelle la tactique allemande dite du grignotage pendant la Première Guerre mondiale, où chaque centimètre était chèrement disputé. Autour de Pokrovsk, des localités ouvrières comme Shakhtarsk ou Oudachna, traversées de réseaux souterrains hérités de l'ère soviétique, sont devenues des forteresses.
Les combats y atteignent une intensité rare. Les bunkers, tunnels et galeries permettent une résistance acharnée, mais chaque mètre perdu affaiblit la ligne ukrainienne. Les ingénieurs militaires ukrainiens improvisent des zones de défense à l'aide de rails de chemin de fer, de sacs de sable ou même de véhicules détruits, rappelant les techniques utilisées lors du siège de Leningrad, où toute ressource était précieuse. Au cœur de cette bataille, le contrôle des axes logistiques est vital. La voie ferrée traversant Pokrovsk n'est pas qu'un détail géographique, elle est la colonne vertébrale du ravitaillement. Qui la détient maîtrise la mobilité, l'arrivée des renforts, la survie même du dispositif. Les forces russes s'emploient à couper cette ligne, à isoler la ville et à empêcher toute retraite organisée. Ce fut également le cas lors de la bataille d'Arnhem en 1944, où la perte d'un pont stratégique entraîna un effondrement rapide du dispositif allié. C'est là que s'impose la Pokrovskaya Voronka, un piège d'attrition où chaque tentative de briser l'encerclement coûte cher en hommes, en matériel et en morale. L'objectif n'est plus la conquête éclair, mais l'épuisement méthodique de l'ennemi. Pokrovsk devient une nasse où les réserves ukrainiennes, déjà sous pression, fondent jour après jour. Les combats urbains rappellent les affrontements de Mossoul en 2017, où chaque maison, chaque étage était disputé au prix fort. L'arrivée de l'automne ne fait qu'aggraver la crise. Pluie, boue, froid coupent les routes, ralentissent les renforts et rendent tout repli cauchemardesque. Les troupes ukrainiennes, isolées, mal ravitaillées, s'accrochent à des lignes de défense chaque jour plus fragiles, tandis que leurs effectifs s'amenuisent. Les conditions rappellent la Rasputitsa russe, la saison des pluies qui immobilisa jadis les armées de Napoléon puis d'Hitler. Ignorer ce contexte, c'est passer à côté du basculement possible du conflit. Ici, ce ne sont plus seulement les exploits tactiques qui comptent, mais la capacité de chaque camp à endurer, mobiliser ses ressources, tenir dans une guerre devenue marathon industriel et logistique. Les exemples de la Première Guerre mondiale, où la logistique du charbon et des munitions fut décisive, le démontrent amplement. Mais l'histoire de Pokrovsk ne se résume pas à une bataille de chiffres et de cartes. Elle révèle aussi les failles et les choix cruciaux auxquels chaque camp est désormais confronté. Chaque option se referme comme un piège. À chaque heure d'hésitation, l'Ukraine paie un tribut de plus en plus lourd. Sur le front de Pokrovsk, la situation atteint un point de non-retour. 2 choix seulement subsistent sur les cartes d'état-major. Défendre coûte que coûte le saillant de Dobropilia ou concentrer les dernières réserves sur Pokrovsk, cette serrure historique du Donbass. Ce dilemme rappelle la situation de l'armée française lors de la bataille de la Marne, contrainte de choisir entre sauver Paris ou conserver ses lignes sur la Marne. C'est un dilemme sans échappatoire. Tenir Dobropilia, c'est condamner Pokrovsk à très court terme. Abandonner le saillant, c'est ouvrir une brèche fatale, risquer l'effondrement du front jusqu'au cœur industriel de la région. Les généraux ukrainiens sont pris dans un zugzwang stratégique. Chaque décision précipite la catastrophe. Chaque hésitation menace l'ensemble de la défense. L'histoire militaire regorge d'exemples similaires, comme à Dien Bien Phu, où la logique du tout ou rien a mené à la débâcle. Déjà, l'état-major a tranché pour lui-même. Les officiers chevronnés et les spécialistes ont été exfiltrés discrètement. Les conscrits, souvent à peine formés, restent seuls à tenir les lignes sous le feu. Dans les tranchées, la zone est surnommée la Voronka, l'entonnoir mortel, où tout converge vers l'anéantissement. Les témoignages affluent, des hommes envoyés sans coordination, des unités isolées dans les ruines industrielles, coupées de leur commandement, livrées à elles-mêmes. De telles scènes rappellent la débâcle française de mai 1940, où la désorganisation accéléra la chute du front. Le bilan humain est insoutenable. Les pertes quotidiennes dépassent tout ce que l'armée ukrainienne avait connu jusqu'ici. Les chaînes logistiques sont rompues. Plus de ravitaillement, plus de relève, plus de rotation. Les blessés s'entassent dans des abris de fortune, parfois sans soin, tandis que la panique se répand dans les rangs. Un soldat ukrainien raconte « Nous n'avons pas mangé chaud depuis 5 jours et les munitions sont comptées. Nous attendons la relève, mais personne ne vient. » Des rumeurs de désertion, de refus d'obéir, de soldats préférant la capture à une mort certaine pour quelques mètres de terrain circulent désormais ouvertement. Pour ralentir l'avancée adverse, Kiev ordonne la tactique de la terre brûlée. Sous Pokrovsk et Dobropilia, les ingénieurs dynamitent et inondent les tunnels miniers, effondrant les galeries, parfois au prix de vies ukrainiennes piégées dans les sous-sols. Des kilomètres de réseaux souterrains sont condamnés pour priver l'ennemi de points d'appui. Mais cette stratégie désespérée ne fait qu'aggraver le sentiment d'abandon et d'absurdité qui règne dans les tranchées.
Les scènes décrites rappellent les destructions d'infrastructures lors de la retraite allemande en Russie en 1944, où l'on sacrifiait tout pour ralentir l'ennemi. La guerre d'usure atteint un sommet inédit. Les deux camps s'épuisent, mais la crise morale est bien plus aiguë côté ukrainien. Les pertes, la désorganisation, l'absence de soutien logistique rongent la confiance dans la chaîne de commandement. Dans les médias occidentaux, des voix s'élèvent. Combien de temps la défense pourra-t-elle tenir avant une rupture irrémédiable ? Un effondrement brutal ici risquerait d'entraîner toute la ligne, bouleversant l'équilibre régional. Chaque minute de résistance coûte plus cher que la précédente. L'enjeu n'est plus seulement tactique, il devient existentiel. Faut-il se battre jusqu'au dernier homme ou préserver les forces pour protéger d'autres lignes cruciales ? La pression politique exige l'héroïsme, mais la réalité du terrain rappelle les limites du courage humain face à la machine de guerre moderne. On se souvient des débats similaires lors de la bataille de Khe Sanh au Vietnam, où le maintien d'une position coûteuse fut finalement jugé intenable. Pourtant, ce n'est qu'un prélude. Dans l'ombre de ces batailles, une transformation souterraine s'amorce. Bientôt, la guerre elle-même va changer de visage. L'industrialisation du conflit, la montée des arsenaux et l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux vont bouleverser tous les rapports de force sur le théâtre des opérations. Pensons à l'entrée en guerre des États-Unis en 1942, qui transforma radicalement l'équilibre industriel mondial. La crise de Pokrovsk n'est que la première secousse d'un séisme plus vaste. Déjà, le fracas des armes annonce une mutation du conflit dont personne ne mesure encore les conséquences. Des analystes comparent la situation à celle de la guerre de Corée, où l'arrivée massive de moyens matériels chinois bouleversa l'équilibre militaire presque du jour au lendemain. La bataille de Pokrovsk ne se joue plus seulement sur le terrain, mais dans les usines et les ateliers. Désormais, chaque jour de combat met à l'épreuve la capacité des belligérants à mobiliser l'acier, l'énergie et l'économie. La guerre s'industrialise à grande vitesse. Ce n'est plus une simple question de tactique, c'est une lutte d'endurance entre deux machines de production, chacune cherchant à combler ses pertes plus vite que l'autre. Du côté russe, la riposte est totale. Le Kremlin veut sortir des centaines de chars flambant neufs chaque année, remettre sur pied les véhicules endommagés en un temps record et remplir ses dépôts de munitions sans jamais ralentir. Les chaînes de montage s'étirent comme des serpents d'acier. Les ouvriers travaillent sans relâche et l'industrie de défense devient le cœur battant de l'effort de guerre. À titre d'exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS produisit plus de 70 000 chars T-34, illustrant la puissance d'une mobilisation industrielle totale. La Russie actuelle s'inspire de cet héritage. En face, l'Ukraine dépend de plus en plus du soutien occidental. Mais cette aide, aussi précieuse soit-elle, arrive souvent fragmentée. Les armes reçues proviennent d'une multitude de pays, chacune avec ses spécificités. Cela multiplie les défis de maintenance, d'entraînement et de logistique. Ainsi, un bataillon peut se retrouver à faire cohabiter des Bradley américains, des Léopards allemands et des AMX français, ce qui complique la formation des équipages et la gestion des pièces détachées. Chaque obus, chaque missile, chaque drone envoyé vers le front dépend d'un réseau international fragile, soumis aux caprices de la politique, à la lenteur administrative et à l'épuisement progressif des arsenaux occidentaux. L'addition des soutiens ne suffit pas à créer une force homogène. La logistique devient un champ de bataille invisible, fait d'incertitudes et de pénuries. L'exemple du pré-bail américain pendant la Seconde Guerre mondiale montre à quel point l'organisation de la chaîne d'approvisionnement est cruciale à la victoire. Mais la guerre ne s'arrête plus aux frontières de l'Ukraine. Des groupes de mercenaires étrangers, venus d'horizons lointains, apparaissent sur le terrain. Leur présence révèle une internationalisation de la violence, ouvrant la porte à de nouveaux fronts ou à des opérations de diversion dans des régions jusque-là épargnées. La tension monte aussi autour de la mer Noire et des frontières occidentales de la Russie, où le moindre incident pourrait déclencher une escalade incontrôlable. Imaginez une frappe accidentelle sur un navire neutre, et le conflit prendrait une dimension mondiale, comme lors de l'incident du Lusitania en 1915. Dans cette nouvelle phase, la stratégie industrielle russe pourrait devenir l'atout maître du conflit. En produisant massivement, en réparant vite, Moscou construit une résilience qui pourrait faire pencher la balance sur le long terme. Face à cela, l'Ukraine et ses alliés semblent fragmentés, tributaires d'un patchwork d'aides techniques et logistiques, sans direction centrale ni rythme unifié. L'avantage risque de revenir à celui qui saura combler ses pertes plus vite et mieux. L'histoire du pont aérien de Berlin en 1948 montre qu'une supériorité logistique peut inverser le cours d'un siège,
Mais cette course à l'armement accélère aussi les dangers. Plus la mobilisation s'intensifie, plus le conflit risque de s'étendre et de s'endurcir, avec des conséquences imprévisibles pour toute la région. L'Europe, déjà frappée par l'inflation, la crise énergétique et les peurs sécuritaires, pourrait être entraînée malgré elle dans une guerre longue, loin des calculs initiaux des stratèges. Ne pas voir cette mutation, c'est risquer d'être surpris par la durée, la violence et l'ampleur du choc à venir. L'intervention américaine au Vietnam, commencée comme une opération ponctuelle, s'est muée en conflit interminable aux conséquences géopolitiques majeures. Au-delà des colonnes de blindés et des chiffres de production, une question demeure: quelles leçons tirer de ce tournant industriel et quelles décisions prendre pour que la prochaine bataille ne soit pas le début d'une guerre interminable? Le front de Pokrovsk, devenu symbole de ce bras de fer industriel, concentre désormais tous les regards. Ce qui s'y joue dépasse largement la simple victoire tactique. C'est la survie stratégique de chacun des camps qui est en jeu. Les exemples historiques abondent. Pensons à la bataille de la Somme en 1916, où la capacité de renouvellement des effectifs et du matériel fut décisive. Comment éviter de retomber dans les pièges du passé et anticiper le prochain tournant de la guerre? La question s'impose, brûlante, alors que l'affrontement autour de Pokrovsk bouleverse l'équilibre sur le front sud. Ici, la survie ne dépend plus seulement de l'héroïsme ou de la ruse, mais de la capacité à endurer et à s'adapter à une guerre d'usure industrielle d'une intensité inédite. Première leçon: la logistique et la résilience industrielle sont désormais les véritables arbitres du conflit. Les victoires tactiques, aussi éclatantes soient-elles, pèsent peu face à l'épuisement continu des effectifs et des équipements. Celui qui réussit à maintenir ses flux d'approvisionnement, à réparer et à remplacer sans relâche, impose sa loi sur la durée. On pense au blocus de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, où la maîtrise logistique fut le facteur clé de la victoire alliée. Le passage à une guerre d'attrition prolongée est un piège mortel. Semaine après semaine, mois après mois, les combats rongent les armées, brisent les ressources humaines et matérielles et creusent donc des cicatrices profondes dans la société. Refuser de voir cette nouvelle réalité, c'est s'exposer à des désastres stratégiques et humains irréparables. Les vétérans de Verdun ou du front de l'Est témoignent de l'épuisement, du doute et de la lassitude qui accompagnent les conflits sans fin. Deuxième leçon, la flexibilité stratégique devient une arme plus précieuse que l'obstination politique. L'histoire l'a prouvé, s'accrocher à des plans rigides ou à des symboles pour des raisons d'image conduit souvent à des sacrifices insensés. Les commandements qui persistent pour l'apparence risquent de condamner des milliers de vies et de compromettre tout l'avenir d'une région. Les exemples de la guerre d'Algérie ou de la guerre du Vietnam montrent l'importance d'une adaptation rapide aux réalités du terrain. À l'inverse, reconnaître à temps la nécessité d'un repli ou d'une concentration des forces peut sauver l'essentiel et ouvrir la voie à de futures victoires. La prochaine grande bataille se profile déjà. La dynamique actuelle annonce un affrontement décisif autour de la région de Sloviansk-Kramatorsk, verrou stratégique du Donbass. Les stratèges doivent s'inspirer de la manœuvre de Foch en 1918, qui sut regrouper ses forces au moment décisif. Troisième leçon, les doctrines militaires exigent un réajustement radical. Les armées qui survivront à cette ère industrielle seront celles capables de transformer la logistique en armes, de mobiliser leur industrie pour soutenir l'effort de guerre et de repenser formation, équipement et organisation pour tenir face à un conflit sans horizon clair. Les exemples contemporains de l'armée israélienne ou américaine montrent l'importance de l'innovation et de l'adaptation face à l'évolution rapide des conflits. Mal intégrer ces leçons, c'est s'exposer à de nouveaux désastres. Le moment est venu d'ouvrir les yeux, d'abandonner les illusions et de préparer l'avenir sur des bases résolument pragmatiques. Les sociétés qui s'adapteront le plus vite auront une chance de sortir renforcées de cette épreuve. Reste à savoir comment agir face à cette transformation. Les réponses à cette question pèseront sur le sort non seulement de Pokrovsk, mais de tout le Donbass, et peut-être sur l'équilibre futur du continent européen. Mais pour comprendre comment chaque camp peut répondre à ce défi, il faut analyser les marges de manœuvre réelles, les faiblesses cachées et les paris risqués qui se dessinent dans l'ombre. Le prochain acte dévoilera ces choix cruciaux. Les dirigeants devront faire preuve de lucidité et de courage, car les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir pour des générations. Pokrovsk n'est pas une bataille parmi d'autres, c'est un miroir tendu vers l'avenir de la guerre. Ici, chaque choix, chaque repli ou avancée pèse bien au-delà des tranchées. L'enjeu dépasse la prise d'un point sur la carte.
c'est le destin du Donbass et peut-être de toute l'Ukraine orientale qui se joue à cet instant charnière. Les conséquences de la chute ou de la défense de Pokrovsk se feront sentir dans les couloirs du pouvoir à Moscou, à Kiev, à Bruxelles et à Washington. Ce qui se décide à Pokrovsk, c'est l'entrée dans une ère nouvelle, celle de la guerre industrielle. Désormais, c'est la capacité à mobiliser des ressources, à produire, à ravitailler, qui prime sur la bravoure individuelle ou le génie tactique. La résistance collective et la force des chaînes logistiques déterminent le rythme d'une guerre devenue marathon d'usure. Les sociétés qui l'ont compris, comme l'Angleterre lors du Blitz, ont su transformer l'endurance en victoire. La défense ukrainienne, menacée d'effondrement sur tout le front sud, affronte une mécanique implacable. L'étau se resserre, non par des exploits éclatants, mais par une pression méthodique. Chaque convoi, chaque rotation de matériel, chaque optimisation logistique rapproche la ligne de rupture. À chaque étape, la marge d'erreur se rétrécit et le coût de l'échec augmente. Ignorer cette mutation, c'est courir le risque de s'accrocher à une vision dépassée des conflits. Dans ce nouveau paradigme, la victoire ne récompense plus seulement l'audace, mais la capacité à absorber les pertes, à renouveler les équipements, à soutenir l'effort sur la durée. Négliger la dimension industrielle, c'est s'exposer à voir l'histoire se répéter, plus cruellement encore. Les archives de la guerre de Corée ou de la guerre Iran-Irak regorgent d'exemples d'armées épuisées, incapables de renouveler leur matériel ou leurs effectifs. Au-delà du terrain militaire, les choix faits aujourd'hui engagent l'avenir politique et international de la région. La réputation des camps, leur stabilité intérieure, leur crédibilité mondiale, tout dépend de l'issue de cette séquence stratégique. Pokrovsk oblige chacun à regarder en face la réalité du pouvoir moderne. C'est la maîtrise du temps long, de l'économie de guerre et de la logistique qui décide désormais de l'équilibre des forces. Les sociétés qui sauront se mobiliser sur le long terme seront celles qui marqueront l'histoire. Il ne s'agit plus seulement de gagner ou de perdre une bataille. Il s'agit de comprendre comment les sociétés réinventent la guerre face à l'épreuve et ce que cela révèle sur notre époque en mutation. Saurons-nous tirer les leçons de Pokrovsk ou sommes-nous voués à voir l'histoire trébucher, chaque fois plus violemment? L'avenir proche nous le dira. Quand la poussière des combats retombe, une question obsédante demeure. Serons-nous prêts à affronter cette nouvelle ère ou resterons-nous de simples spectateurs d'une transformation qui façonne, sans nous, l'avenir de la région? Pour ne pas être dépassé, il est temps de regarder la réalité en face, de s'inspirer des leçons du passé et de préparer une réponse collective à cette ère de guerre industrielle. L'histoire de Pokrovsk n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dont nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, les acteurs potentiels.